Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres du journal. Une journée pour mettre à l'honneur la valeur et le mérite des fonctionnaires. C'est l'une des raisons d'être de la Journée mondiale de la fonction publique célébrée ce 23 juin. L'heure est à l'appréciation des prestations de l'administration publique béninoise. Les produits alimentaires connaissent depuis peu une flambée des prix, ce qui inquiète les consommateurs affectés. Peggy Torenlo, agroéconomiste, propose quelques pistes de solutions pour un retournement rapide de la situation. Il touche près d'une femme sur 10 dans le monde et se manifeste de diverses manières. Le syndrome des ovaires polykystiques, un trouble hormonal pouvant causer l'infertilité. Nous en parlerons dans ce journal. Bienvenue à tous. S'engager au service des autres et de l'intérêt général et agir sur tout le territoire, c'est ce que font des milliers d'agents de la fonction publique béninoise. La Journée mondiale de la fonction publique, célébrée chaque 23 juin, est à l'initiative des Nations Unies et veut faire la promotion d'une administration publique efficace et éthique. Au Bénin, à l'instar donc des autres pays, cette journée est célébrée. Et pour des usagers clients, l'heure est à l'appréciation des prestations. Émile Azokota et Louis Koudobo pour ce reportage. Considéré comme un ensemble de personnes travaillant dans un cadre intergouvernemental au sein des administrations publiques, la fonction publique est un secteur connu de nom, mais pas de rôle pour l'inconscient collectif. Elle a pour mission d'être au service de la population, améliorant la vie des plus vulnérables. D'après les dispositions de la loi, notamment le statut général de la fonction publique, on peut définir la fonction publique comme l'ensemble des personnes physiques recrutées et affectées pour assurer, dans une situation statutaire ou contractuelle, à titre permanent ou temporaire, une mission de service public au niveau des ministères, des institutions de la République et au niveau des services déconcentrés de l'État et dans les collectivités territoriales. Pour une fonction publique performante, une prestation efficace des services publics est nécessaire, y compris dans la réponse à la pandémie du Covid-19. Et en la matière, l'administration publique béninoise se veut être proactive. Depuis plus d'1 an, le monde entier est confronté à la pandémie du coronavirus. Et parmi les règles pour vivre désormais, nous avons la distanciation sociale. Et pour pouvoir adapter ce contexte à la fonction publique, il faudrait forcément aménager la façon de servir, d'où la dématérialisation des procédures pour éviter le contact et en même temps satisfaire à distance les usagers clients des services publics. Tous les pays et tous les peuples doivent pouvoir compter sur une fonction publique compétente, bien équipée et dotée de ressources suffisantes. Au Bénin, les avis des usagers par rapport aux prestations de l'administration publique divergent. Quand j'ai un regard dans le passé récent, l'administration publique était devenue un lieu où on vient quand on veut, on travaille comme on veut. Et on ne cible pas réellement le citoyen pour lui rendre service comme cela se doit. Alors qu'on est payé pour ça. Mais aujourd'hui, je pense que tout ça est conjugué au passé. Aujourd'hui, quand nous partons faire les cartes d'identité, il y a plus de la rapidité entre les choses et c'est concis et puis c'est encore précis. Le temps donné est respecté. Et on peut aussi dire que la corruption en général est un peu bannie dans la société. Pour une fonction publique de qualité, le programme de développement durable à l'horizon 2030 s'impose selon le PNUD. Venons-en à cette information qui fait l'actualité depuis quelques jours. Il s'agit de la hausse du prix des denrées alimentaires de base sur le marché. Une situation qui est intervenue au moment où les revenus des ménages sont en pleine chute en raison de la crise économique, conséquence de la pandémie du coronavirus. Comment expliquer cette hausse? Une agroéconomiste répond à cette question et donne ici quelques pistes de solutions pour un retournement rapide de la situation. Écoutons Peggy Torenlo. Je crois que ça a été une situation qui, de mon point de vue, nous a surpris tous pratiquement, parce qu'on ne s'attendait pas à une telle ampleur
Et ça ne concerne pas non plus le Bénin seul, hein. C'est une crise un peu mondiale, mais ça va revenir à la normale. Il suffit qu'on prenne des dispositions, qu'on renforce la résilience au niveau des producteurs, la résilience au niveau des couches les plus vulnérables pour qu'on ait plus de production et donc plus de produits sur le marché et forcément les coûts vont diminuer. Il y a aussi des mesures qu'on pourrait prendre, et ça le gouvernement est en train déjà d'aller aussi dans cette direction pour contrôler un peu les sorties trop abusives, trop incontrôlées des produits vivriers vers d'autres contrées. La PACIM a un nouveau programme régional en collaboration avec 3 autres pays de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, le Mali et la Côte d'Ivoire, pour lancer un nouveau programme qui vise à accroître la résilience justement des communautés locales face aux effets des changements climatiques à travers la mise en place, la mise en œuvre des politiques et programmes beaucoup plus inclusifs et participatifs dans nos différentes communautés pour régler les questions de changement climatique. Et ce programme-là va être pour 5 ans. Ça va permettre d'accompagner aussi bien les collectivités locales, aussi bien les producteurs, les femmes, les jeunes, le gouvernement à pouvoir véritablement avoir tout ce qu'il faut mettre en place pour que les chocs soient plus amoindris. En santé, madame, monsieur, je l'annonçais, le syndrome des ovaires polykystiques, également appelé dystrophie ovarienne, touche près d'une femme sur 10 dans le monde. Cette maladie est cause de plusieurs troubles hormonaux qui engendrent l'infertilité. Des symptômes donc très variables d'une femme à une autre. Zayad Olatundi, gynécologue obstétricien, en parle dans ce reportage de Amandine Anyamboussou. Pathologie endocrinienne la plus fréquente chez la femme, le syndrome des ovaires polykystiques touche les femmes de 15 à 40 ans et il constitue la principale cause des troubles de la fertilité. Le syndrome des ovaires micropolykystiques est un dysfonctionnement hormonal qui intéresse tout l'organisme et qui peut avoir des manifestations sur le plan gynécologique, essentiellement déjà des règles qui vont être irrégulières et une élévation du taux de testostérone, des hormones mâles, en fait d'androgènes dans l'organisme, et l'apparition à l'échographie sur des ovaires de petits sacs liquidiens qu'on appelle des microkystes en nombre important. L'origine du syndrome des ovaires polykystiques n'est pas encore bien connue, mais les symptômes varient d'une femme à une autre. Ce qui va amener les femmes en consultation le plus souvent, ce sont des règles irrégulières et souvent une difficulté à tomber enceinte. Pourquoi les règles vont être irrégulières? C'est parce qu'en fait, il n'y aura pas d'ovulation. Et quand il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de corps jaune. Le corps jaune sécrète une hormone qu'on appelle la progestérone. Et c'est la chute du taux de progestérone qui déclenche l'apparition des règles. Vu qu'il n'y a pas eu d'ovulation, on n'aura pas de taux de progestérone élevé, donc les règles ne vont pas venir à temps, elles vont venir très tard, selon la profondeur du déséquilibre. 35 jours pour certaines, 40, 2 mois, 3 mois, peut-être 6 mois pour d'autres. Donc, c'est ce qui fait qu'on a ces règles en fait qui sont irrégulières. On sait que le surpoids a tendance à être aussi responsable. Le syndrome des ovaires polykystiques persiste toute la vie. Heureusement, des traitements existent pour accompagner les désirs de grossesse. S'il y a un désir de grossesse, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà la maladie des ovaires micropolykystiques, elle va entraîner des règles irrégulières, mais surtout des troubles de l'ovulation. C'est des femmes qui vont voir leurs règles, mais qui ne vont pas forcément ovuler ou qui vont ovuler une fois sur 3 ou une fois sur 4. Donc une difficulté à tomber enceinte. Par rapport à ça, aujourd'hui, on a des médicaments, des molécules qui permettent de stimuler l'ovulation. Et en général, ça marche assez bien, à part quelques-unes qui vont peut-être devoir aller jusqu'à la fécondation in vitro. En dehors du désir de grossesse, on n'arriverait pas vraiment à traiter la maladie vu qu'on ne maîtrise pas sa cause. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre des traitements hormonaux pour pouvoir régulariser les règles. Mais en général, dès qu'on les arrête des mois après, le déséquilibre se réinstalle.
Il est également prouvé qu'un amaigrissement d'au moins 5% améliore les symptômes et favorise le rétablissement d'une ovulation. Hors du Bénin, information en bref, le Niger est devenu le premier producteur de mil et de sorgho de l'UEMOA avec près de 40% de la production de l'espace communautaire en 2020. C'est ce qu'indique un récent rapport de la BCEAO. Sur la période de 2018 à 2020, le pays de la MENA a produit en tout 16,5 millions de tonnes de mil et de sorgho. Globalement, entre 2012 et 2015, ce sont plus de 400 milliards de francs CFA qui ont été investis dans le développement agricole selon les indications de la haute autorité à l'initiative 3N. Entendez, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Le point de quelques autres informations, toujours en interactualité à présent dans ce condensé est réalisé par Rodrigue Babagüeto. L'Afrique du Sud en voie de fabriquer des vaccins anti-Covid-19. Le pays a franchi lundi une première étape pour la mise en place d'un centre de transfert de technologie pour les vaccins anti-Covid à ARN messager. Le continent africain est ainsi sur une bonne voie de production de vaccins contre la pandémie du moment. Fer de lance du combat pour la levée temporaire de la propriété intellectuelle sur les vaccins anti-Covid, le président sud-africain avertit qu'il faudra du temps pour la concrétisation de ce projet. Pour Cyril Ramaphosa, la création d'une capacité régionale de production est due au non-acheminement à temps des vaccins fabriqués en dehors de l'Afrique. La grande barrière de corail est-elle en danger? Pour l'UNESCO, la réponse est oui. Elle recommande l'ajout de la grande barrière de corail à la liste des sites en danger du patrimoine mondial. D'après l'organisation internationale, les perspectives à long terme du plus grand ensemble corallien du monde se sont considérablement détériorées et il est nécessaire de prendre des mesures pour contrer les effets du réchauffement climatique. Le plus grand écosystème vivant du monde a subi 3 épisodes majeurs de blanchissement des coraux, une conséquence des bouleversements climatiques. Le baril de pétrole ne cesse de grimper. Si ce début de semaine s'annonce quelque peu agité sur les places boursières européennes, les cours du brut poursuivent pour leur part leur marche en avant. Le baril de WTI échéance juillet gagne 0,4% à $112 sur le NYMEX, alors que le baril de Brent de la mer du Nord progresse de 0,3% à $113,3. L'or noir vient d'aligner 4 semaines de hausse, une hausse soutenue par les espoirs d'une forte demande pendant l'été. L'absence d'entente entre l'Iran et les grandes puissances mondiales en vue de relancer l'accord sur le nucléaire iranien est aussi à la base de cette ascension des cours du pétrole. C'est sur cet élément que prend fin cette session d'information disponible en replay sur le site web de l'ORTB. Le prochain rendez-vous du journal sur BB24, c'est à 19h45.